Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Grèce antique et monde hellénistique. Alors pour ce 5e épisode dédié aux Antigonides, nous allons maintenant nous intéresser à Antigone III d'Ozone, donc qui est né en 263 et qui est mort en 221. Et il a été roi de Macédoine de 229 à 221. Alors Antigone III d'Ozone ne descend pas directement de la ligne qui est partie depuis Antigone, le Borgne. Donc il n'est pas un enfant d'Étolikos ni le petit-fils de Gonatas, mais il est un descendant de Démétrios Ier Poliorcète, donc le père aussi de Gonatas, d'un mariage qu'il avait contracté avec Ptolémaïs, fille de Ptolémée Ier, roi d'Égypte. Et Démétrios et Ptolémaïs ont eu un fils, Démétrios Kalos, donc Démétrios le Beau, voilà ce que veut dire Kalos en grec ancien et en grec moderne aussi. Donc Démétrios le Beau, donc lui a contracté donc un mariage avec Olympias de Larissa et il a eu 2 enfants, Antigone III d'Ozone, donc celui qui nous intéresse présentement, et Échécrate, qui n'a pas gouverné et qui n'a pas eu d'influence quelconque sur le royaume de Macédoine ou ailleurs, mais il a eu un descendant, Antigone, qui jouera un rôle un peu plus tard. Alors on va un tout petit peu s'intéresser à Démétrios Kalos, même si on en reparlera dans une autre dynastie, plutôt les Ptolémées. Mais en tout cas là, il a quand même un rôle dans la famille Antigonide. Donc comme je vous l'ai dit, donc, il descend de Ptolémaïs et de Démétrios Poliorcète. Mais alors, à lui seul, il réunit quand même pas mal de dynasties en lui, en tout cas de mélanges de familles. Donc déjà, il est un Antigonide par Démétrios Ier Poliorcète, mais il a aussi du sang lagide par l'épouse de Démétrios, Ptolémaïs. Et ensuite, donc, avec son mariage avec Olympias de Larissa, il ne s'associe pas spécialement à une dynastie. Mais en tout cas, il va avoir un lien avec les Séleucides, parce que Démétrios avait eu aussi donc une fille, en plus de Gonatas, donc Stratonicée Ier, et en fait qui avait eu un enfant, Antiochos Ier Sotère, et qui lui-même a eu une fille, Apama II, et qui s'était marié avec le roi de Cyrène, donc ce qui correspond actuellement, la Cyrénaïque correspond davantage à la Libye actuelle. Donc Magas et Apama ont eu une fille, Bérénice II, donc qui sera une épouse de Démétrios Kalos. Donc à lui seul, il réunit les dynasties Antigonides, Lagides et Séleucides, et aussi de Cyrène, mais Cyrène on en parlera davantage quand on verra la dynastie ptolémaïque ou lagide. Donc voilà. Et il reste attaché à la famille Antigonide par ses descendants, Échécrate, mais surtout Antigone III d'Ozone, dont nous allons parler maintenant. Alors comme nous venons de le voir, Démétrios Kalos va aller se marier avec la descendante du royaume de Cyrénaïque, de Libye actuelle. Donc il s'en va pour pouvoir épouser Bérénice II, et il laisse donc ses enfants à la garde de Antigone Gonatas. Il les laisse à sa cour. Donc Échécrate et Antigone d'Ozone sont tout jeunes confiés à Gonatas. Alors ils vont être élevés à la cour d'Antigone Gonatas, qui, comme je vous l'avais dit, avait fait venir donc des philosophes essentiellement stoïciens, mais aussi avait développé ou du moins continué tout ce qui avait eu en cours pendant la Grèce antique dite classique, donc avec toute la culture, la poésie, la littérature, les mathématiques, l'astrologie, l'astronomie, enfin toutes les sciences et tout ce qui a attrait aux lettres qui a continué après la Grèce classique. Donc ils sont élevés à sa cour et bénéficient en fait d'un entraînement qui soit physique ou littéraire ou scientifique, avec ce qu'on appelle en grec ancien la
paideia. La paideia, en fait, c'est une formation du jeune enfant jusqu'à ses 16, 17, 18 ans, ça dépend un petit peu, avant qu'il rentre dans la Grèce classique, en tout cas avant qu'il rentre en éphébie, ce qui a donné le mot éphèbe. L'éphébie, ça correspond grosso modo un petit peu à l'ancien service militaire que nous avons tous plus ou moins connus ou du moins entendu parler. Et donc la paideia, en fait, va entraîner, c'est un peu comme l'école actuelle, hein, apprendre à lire, à écrire, à compter, à s'entraîner, parce que le corps est très important, donc les disciplines sportives, les entraînements, et ainsi de suite. Donc la paideia, c'est pouvoir faire du jeune, de l'enfant, un citoyen responsable de ses actes et surtout un citoyen dédié à sa cité-État pendant la Grèce classique et ensuite un sujet dévoué à sa patrie, que ce soit la Macédoine, la Perse, l'Égypte ou n'importe quel autre royaume. Donc le but était un petit peu de faire des gens responsables. Donc il va bénéficier de toutes les sciences connues de l'époque, avec des précepteurs qui leur seront dédiés aux deux, Échecrate et Antigone d'Ozone. Donc ils vont bénéficier de tout ça, de l'entraînement sportif, apprendre la compétition, le combat, parce que c'est aussi ça, hein. C'est un petit peu comme les chatons, leur mère, la femelle leur apprend les techniques de chasse et ainsi de suite. Et ben, ça procède de la même éducation, c'est-à-dire que par l'entraînement sportif, on leur apprend aussi à se battre, à se défendre. Et tout ce qui va être de l'intellectualisme ou de l'intellectuel du cognitif va leur permettre de développer des stratégies et ainsi de suite. Donc voilà. Donc Antigone d'Ozone, lui, va être nommé stratège en 229 parce que Autolycos a laissé un enfant de 9 ans, donc qui ne pouvait pas monter sur le trône à 9 ans, et c'est trop tôt, et c'est pas possible. Donc c'est Antigone d'Ozone qui va s'occuper de la tutelle du prochain roi, du roi Philippe. Donc il va pas être nommé roi, mais stratège de la Macédoine. On retourne un petit peu à l'époque des Diadoques. Donc en 229, il épouse pleinement les deux fonctions, et de tuteur du roi, et de stratège. Il ne sera nommé par la population macédonienne roi de Macédoine qu'en 227. Mais pour l'instant, il est le tuteur du roi Philippe V, ou du moins du futur roi Philippe V. Alors c'est vrai qu'on a déjà vu avec les Diadoques ce rôle de tutorat des rois, comme on a pu le voir avec le fils d'Alexandre III, donc Alexandre IV, et Philippe Aridé, qui était considéré comme un peu lent à la détente, on va dire ça comme ça. Donc on va reprendre à la mort d'Autolycos, donc on va poser un contexte en 229, qui, comme je vous le rappelle, Autolycos est mort après avoir repoussé les Dardaniens aux frontières nord de la Macédoine, et est mort quelque temps après. Donc le contexte du moment, c'est le royaume d'Illyrie qui s'est étendu en prenant l'Épire, en englobant l'Épire, l'Acarnanie, et un petit peu toute la rive, toutes les côtes ouest de la Grèce continentale, et qui correspondent aussi à la côte est de l'Empire romain, mais on en parlera un peu plus tard. Donc pour la faire courte, en fait c'est un peu le même contexte qu'à la mort d'Autolycos, forcément. C'est un peu la guerre un peu partout, entre les frontières nord, en Illyrie, chez les Dardanéens, en Étolie, en Béotie, en Phocide, en Achaïe. C'est un peu le même délire. Donc il y a toujours un peu des guerres un peu partout, que ce soit aux frontières nord qu'aux frontières sud de la Macédoine. Et en plus, il faut y ajouter que quand la Thessalie, donc vraiment la région vraiment tout de suite
au sud de la Macédoine, apprend la mort de Démétrios II, elle fait défection et elle va aller s'allier aux Étoliens, pendant que Dosone est occupé à repousser les Dardanéens qui, eux aussi, à la mort de Démétrios, se sont un peu emballés et se sont dit, on va recommencer un peu nos invasions. Donc voilà, mais c'est pas tout. La Phocide s'associe aussi à l'Achaïe, donc ce qui commence à correspondre à quand même une bonne soldatesque et un pouvoir de guerre assez considérable pour chacun d'entre eux. Et à cela s'ajoute la cité d'Athènes et les Athéniens, donc qui en profitent aussi pour vouloir reconquérir leur liberté. Alors, ils vont pas la reconquérir en se bagarrant, en se battant, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne feront pas le poids face à toutes ces coalitions qui les entourent. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont soudoyer. Alors, c'est Euryclides d'Athènes qui est chargé d'aller soudoyer donc Diogène, qui est le commandant macédonien qui était basé sur le Pirée. Donc, Euryclides, il va le corrompre pour 150 talents et qui va leur rendre donc leur liberté face à cette somme colossale à l'époque. Mais pour autant, Athènes, puisqu'elle reconquiert sa liberté, elle ne va pas aller s'enfermer dans quelconque alliance, qu'elle soit achéenne ou étolienne ou ainsi de suite. Mais en tout cas, l'alliance achéenne ne les intéresse pas du tout, aux grandes dames d'Aratos qui l'auraient bien voulu s'allier les compétences et les cités d'Athènes, du Pirée, et ainsi de suite. Mais Athènes refuse catégoriquement de s'allier à qui que ce soit. Alors à la fin de l'année 229, Dosone va mettre fin aux prétentions dardanéennes une bonne fois pour toutes, enfin en tout cas pendant son règne, et il va se rendre en Étolie pour mener campagne. Il va en profiter aussi pour récupérer la Thessalie, qui repassera donc sous pavillon macédonien. Alors face à tout ce que l'on a pu voir depuis Antigone le Borgne et puis ses successeurs, l'hégémonie macédonienne pose de plus en plus problème parce que en fait les cités-États d'antan aimeraient bien reprendre un petit peu leur liberté, leur autonomie, comme à l'exemple un petit peu d'Athènes. Donc il y a un fort sentiment anti-macédonien qui va se former dans quelques régions et dans quelques cités, telles que Flyonte, Argos, Hermionée, l'île d'Égine et la cité de Mégare, et aussi la cité de Sicyone, d'où est issu Aratos, et sans oublier la célèbre Corinthe. Alors la Ligue achéenne représente pratiquement tout l'ensemble du Péloponnèse, ce qui va poser un petit peu problème avec leurs voisins tout au sud, à savoir Sparte. D'autant plus que les cités qui ont un sentiment donc anti-macédonien, donc l'île d'Égine, la cité de Mégare, d'Argos, de Flyonte et d'Harmoniée, vont venir se rallier à la Ligue achéenne, et en plus, les ligues béotiennes et de Phocide vont elles aussi venir intégrer la Ligue achéenne. Et l'association de toutes ces ligues se met en fait à discuter entre eux pour donner un petit peu la suite à venir, pour pourquoi pas étendre davantage leur territoire et peut-être aussi venir embêter la Macédoine. Alors Dosone, lui, va avoir une autre politique. Il va laisser en fait ces ligues un petit peu discuter entre elles parce qu'elles n'arrivent pas à s'entendre sur qui va mener la totalité de ces ligues. Donc il les laisse un petit peu se débrouiller entre elles, et lui, en fait, il va essayer d'aller s'attaquer à la racine du mal, c'est à savoir Ptolémée III, donc le roi d'Égypte, qui subventionne un petit peu la Ligue achéenne. Donc en fait, il va venir aller le chatouiller un petit peu sur ses territoires, donc il s'en va dans un premier temps en Asie mineure, comme ses prédécesseurs, en tout cas Poliorcète.
Et il va aller donc un peu embêter les régions qui sont sous la tutelle de Ptolémée III. Et il va venir aussi prendre l'île de Samos, donc propriété de Ptolémée III toujours, et la cité de Priene. Alors, il ne fait pas vraiment de carnage ou de guerre, mais il vient rappeler un petit peu à Ptolémée que, il joue un petit peu sur la Grèce continentale à subventionner des ligues. Il lui montre aussi que la Macédoine n'est pas non plus un enfant né de la dernière pluie. Donc, il montre aussi qu'il est capable de venir l'embêter sur ses terres. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Ligue achéenne plus l'association des autres commence à représenter un très très gros territoire. La quasi-totalité du Péloponnèse et puis un petit peu tout ce qui environne l'Attique, donc la Béotie, la Locride et la Phocydie. Et donc là, il y a la Ligue étolienne qui est juste à côté, à l'ouest, qui commence un petit peu à s'inquiéter. Et puis on va avoir affaire à un nouveau belligérant qui, lui, il n'est pas super d'accord d'avoir des voisins aussi puissants. Et il aimerait bien renouer avec la renommée, le prestige d'antan de la cité-État de Sparte, au temps de Léonidas ou même au temps les plus reculés de Sparte, qui était vraiment une cité un peu basée essentiellement sur la guerre. Pas que, mais beaucoup. Et donc le roi Cléomène III, donc qui est le roi de Sparte, va commencer un petit peu à choper les boules et il va vouloir lui étendre aussi son territoire sur tout ce qu'on appelle la région, la Laconie. C'est la région qui entoure un petit peu Sparte et ce qu'on appelle aussi la Lacédémone. Donc c'est une région qui est vraiment au sud du Péloponnèse et donc voilà. Donc il va vouloir reprendre un peu ce que Sparte a été jadis, c'est-à-dire quasiment le maître de tout le Péloponnèse sud. Donc nouveau belligérant et en plus la Ligue étolienne ayant un peu les chocottes de l'avancée de la Ligue achéenne, ils vont venir subventionner aussi Cléomène III, qui sera lui aussi subventionné, aidé, discrètement mais quand même aidé, par Ptolémée III, le roi d'Égypte. Alors bien sûr, là vous le sentez arriver le truc, inévitablement, il y a conflit entre la Ligue achéenne et la cité-État de Sparte. Donc Dosone va revenir assez rapidement en Grèce continentale et puis un peu mettre un petit peu son grain de sel dans tout ça. Et il va plutôt s'en sortir pas mal là-dedans. Fait assez particulier, c'est que Arato de Sicyone, donc qui avait causé quand même pas mal d'ennuis aux prédécesseurs de Dosone, va venir un petit peu discuter avec Dosone en lui disant que voilà, c'est un peu la galère, Sparte s'en mêle, la Ligue étolienne subventionne Sparte, enfin en tout cas lui permet d'avoir des garnisons sur le territoire de la Ligue étolienne, ce qui leur permet de se rapprocher aux Spartiates de la Grèce continentale et pas très loin des garnisons et des régions qui sont sous la gouverne de la Macédoine. Donc là, Aratos vient chercher un soutien de Dosone et de l'armée macédonienne pour venir repousser les Spartiates. Alors, comme je vous l'ai dit, Cléomène III, roi de Sparte, en plus de bénéficier de sa propre armée spartiate, plus des garnisons en Ligue étolienne, est subventionné, aidé par Ptolémée III et Vergète Ier, le roi d'Égypte. Donc, pour faire face à cette attaque, en fait, les ligues vont toutes s'unir. Elles vont vraiment n'en former qu'une. C'est-à-dire que toutes les ligues, que ce soit achéenne, que ce soit béotienne, la Phocide, la Mégaride, enfin toutes ces régions, l'Argolide, Corinthe et ainsi de suite, vont toutes s'unir en une seule coalition, une seule alliance, une seule ligue. Et chacun d'entre eux, responsables des différentes ligues, ont élu Antigone Dosone,
hégémon ou hégémon en grec ancien. Donc hégémon, c'est en fait le commandant des chefs. C'est le roi des rois, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est lui qui commande l'ensemble des représentants et l'ensemble des ligues. Mais pour autant, le conseil est, constitué des différents chefs qu'il y avait des différentes ligues auparavant, comme Arathos et d'autres. Donc c'est vraiment un conseil, c'est une espèce de comité un peu démocratique. On le verra un peu après. Donc voilà. Mais Cléomène, qui a commencé donc ses invasions, se fait repousser à Corinthe. Donc les Corinthiens ont commencé déjà à repousser les armées de Cléomène, ce qui représente pour lui quand même un revers assez difficile. Donc là, c'est bon pour l'ensemble des ligues associées pour venir prêter main forte à Corinthe et puis à toutes les autres cités. Donc la coalition va se mettre en marche contre Cléomène III et puis aussi donner une petite leçon à la Ligue étolienne au passage. Donc Dozon arrive par voie maritime avec sa flotte et pour venir en fait à la rencontre de tous les chefs des différentes ligues associées en une seule. Et donc il crée ce qu'on appelle la ligue ou la koiné voulant dire la mise en commun. Donc il va mettre en place la ligue hellénique. Il crée cette ligue qui est constituée de l'association des différentes ligues. J'espère que vous suivez avec toutes ces ligues différentes. Là maintenant, il n'y en a plus qu'une. Alors pour voir un peu plus clair dans l'association de ces différentes ligues, donc il y a la ligue Achaïe, des Achéens. Donc c'est une très grosse ligue en elle-même. Ensuite, il y a la ligue d'Acarnanie, qui avait été convoitée, rappelez-vous, par l'Étolie et puis ensuite par le royaume d'Épire. Il y a donc maintenant la ligue étolienne. Il y a aussi la Béotie, la Phocide, la Thessalie, l'Épire, qui fait partie maintenant de cette ligue, et bien entendu la Macédoine. Alors pour comprendre un peu comment fonctionne cette ligue hellénique, en fait chaque allié, donc représentant de toutes les ligues que je vous ai listées, représente tout ça, toutes ces ligues, va représenter ce qu'on appelle une symmachia, c'est une alliance militaire, puisque le but c'est la guerre. Donc chaque peuple de ces ligues élit un représentant pour établir un conseil fédéral, ce qu'on appelle en grec ancien un synédrion. Donc c'est un conseil qui a tout pouvoir de décision, aussi bien de faire la paix que la guerre, et ainsi de suite. Donc ce conseil élit Dozon hégémon à vie. Donc pendant toute la durée de cette alliance, c'est Dozon qui va être le commandant de tous ses chefs. Donc ce conseil, il peut proposer de nouveaux membres. Chaque conseil, chaque représentant peut proposer de nouveaux membres et peut décider de la guerre ou de la paix. C'est vraiment un régime un peu démocratique au sein de toutes ces cités-États, de tous ces royaumes. Donc voilà, chaque représentant a son mot à dire, il est écouté au même titre que chacun d'entre eux. Il n'y a aucun dépôt de garnison dans les différentes ligues, donc ça c'est quand même déjà pas mal parce que ça signe qu'il n'y aura pas d'invasion future d'une ligue sur une autre ou ainsi de suite. Il n'y a aucun tribut à verser et chaque ligue a son indépendance politique. Et en plus, la Macédoine est un membre au même titre que les autres. Il n'y a pas de suprématie macédonienne au sein de cette alliance. Donc la Ligue hellénique, c'est vraiment quelque chose qui est pensé pour qu'ils arrivent à s'entendre enfin pour une fois. Donc Dozon organise un petit peu tout ça avec les différents représentants et c'est vraiment un système très intelligent parce qu'il n'y a pas d'hégémonie sur une ligue par rapport à l'autre et tout ça. C'est la Ligue hellénique et un point, c'est tout. Donc la guerre contre Sparte débute en 222 et va avoir des combats. Le plus connu et le plus décisif sera donc au sud du Péloponnèse, pas très loin de Sparte, à Sélasia, donc en 222. Et pour rappel, Ptolémée III est toujours un petit peu le mécène. On va faire ça
de version courte, c'est le mécène des Spartiates. Donc Sparte est vaincue à ce moment-là, en 222. Et le roi Cléomène III de Sparte s'enfuit et se réfugie à la cour de Ptolémée. Mais rappelez-vous, pour le prédécesseur de Dosone, les frontières nord sont toujours un peu en proie, soit aux Illyriens, soit aux Dardanéens, et ainsi de suite. Et là, c'est les Illyriens qui commencent à venir en Macédoine parce qu'ils savent le roi occupé au sud. Donc Dosone doit quitter le sud du Péloponnèse pour se rendre en Macédoine pour repousser les Illyriens. Ce qu'il arrive à faire assez rapidement, et donc il les repousse dans leur territoire. Mais au printemps 221, Dosone meurt. Alors il avait une longue maladie qu'il traînait depuis un petit moment. Donc en fait c'est une maladie, le nom ne nous parle plus maintenant, plus beaucoup parce qu'il a changé, mais c'était la phtisie, ce qu'on appelle maintenant en fait la tuberculose. Donc en fait il a traîné depuis un petit moment, il maigrissait à vue d'œil. Donc voilà, se sachant malade, il avait tout organisé pour pouvoir passer le relais à Philippe V. En aucun cas Dosone a voulu être le tuteur, puis ensuite décidé comme roi par le peuple macédonien, mais en tout cas, il s'est toujours proposé en qualité de tuteur, et il a tout fait pour que Philippe V reçoive une éducation militaire, princière et lettrée, et ainsi de suite. Et il n'a, alors il y a différentes sources, mais en tout cas, il n'a même pas eu d'enfant pour pouvoir s'occuper de Philippe V et de lui remettre le pouvoir à sa mort, ou s'il n'était pas mort en 221, il aurait remis le pouvoir à Philippe V, sans doute à sa majorité. Donc là, en fait, Dosone meurt en 221 et il laisse donc Philippe V accéder au royaume de Macédoine à l'âge de 17 ans. Donc c'est un peu jeune pour un roi, mais bon, Dosone a fait ce qu'il a pu, mais notre corps ne nous appartient pas et la nature a décidé que sa fin était en 221. Donc voilà, donc Philippe V accède au trône de Macédoine, succédant au règne de Dosone en 221. Donc en qualité de bilan du règne de Dosone, en fait, peut-être que le fait d'avoir été éduqué à la cour de Gonatas, où il y avait une influence assez prononcée par les philosophes stoïciens de surcroît, Dosone a peut-être bénéficié d'une réflexion ou d'une éducation un peu plus réfléchie, un peu plus poussée, et il s'est vraiment conduit alors en sage, tout est relatif parce qu'il a quand même mené des guerres, mais en tout cas, à la différence de ce qu'on nous avait habitué jusqu'à présent avec les royaumes hellénistiques, il a pris son rôle de tuteur très à cœur, il l'a mené, il a éduqué, il a élevé Philippe V comme son propre fils, il l'a même un petit peu avant sa mort, il l'avait envoyé pour un petit peu se mettre le pied à l'étrier aux affaires de l'État, donc il avait envoyé un petit peu au Péloponnèse, enfin ce genre de choses. Alors pas des grandes conquêtes à faire ou de grands faits, mais en tout cas commencer à le familiariser avec son futur rôle de roi. Donc c'est vraiment un comportement assez sage, et il n'a commis aucun meurtre auprès de sa famille, ni son frère Échecrate, ni le fils de son frère Antigone, et encore moins Philippe, qui a eu une éducation scientifique, lettrée, enfin vraiment un jeune homme abouti en termes d'éducation. Et puis aussi, il a su mettre un petit peu, comment dirais-je, de côté son amour-propre et de vouloir étendre la Macédoine davantage. Il s'est vraiment concentré sur son territoire, même s'il est allé un peu chatouiller en Asie mineure les territoires de Ptolémée III. Mais en tout cas, il n'a jamais voulu étendre. Il a vraiment eu une politique intérieure efficace. Il a remis un peu de l'ordre dans l'armée, dans les finances. Enfin voilà, il laisse en fait à Philippe V un royaume riche, prospère et fort. Donc son bilan, il est quand même plutôt positif.
Et ce qui est vraiment à souligner, c'est le fait qu'il n'ait pas essayé d'usurper quoi que ce soit, d'écarter à la royauté donc Philippe V, enfin vraiment une personne où on n'était pas habitué jusqu'à présent avec les diadoques, avec les épigones et l'ensemble des royaumes hellénistiques. C'est pratiquement le seul qui s'est conduit comme ça. Donc voilà. Le prochain épisode portera donc sur Philippe V, qui est né en 238 et qui meurt en 179. Ce sera l'objet du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires auxquels je répondrai tout le temps. Je vous remercie.